Ah ben voilà, on est de retour, fini la Nation League, du moins la trêve internationale. On est de retour avec la Ligue 1 Uber Eats. Il y a Nice qui va affronter Montpellier du côté du stade de la Mosson. Ça sera samedi, on va en parler comme d'habitude avec Sky et Bada. Salut les gars. Salut Brice, salut tout le monde. Salut les gars. Bon, comment ça va? Bah impeccable, c'est un peu long là, de suite la trêve internationale. C'est pas comme si on avait attendu 8 mois d'avoir de la Ligue 1. Elle termine enfin. Elle se termine enfin, ouais, comme j'ai dit. Ça fait bien plaisir, parce que voir le 3-5-2 de Deschamps, j'en peux plus là. Je croyais que j'étais dans un cauchemar. Sans Schneiderlin, je tiens à dire que c'est un scandale qu'il soit pas appelé, mais... C'est ça, sans Gouiri surtout. Alors, sans Gouiri. Je voulais partir sur la Brune, parce que là, pour moi, la Brune, c'est un scandale. Mais oui, effectivement, il y a d'autres scandales avec mon chouchou, Schneiderlin, qui n'a pas été pris par Didier Deschamps. Allez, podcast là-dessus maintenant. Non, je déconne. Comme par hasard, il signe à Nice et il est plus appelé, quoi. C'est toujours pareil avec Deschamps. Ah, le complot. Exactement. Bon, en tout cas, comme je l'ai dit, Montpellier-Nice, c'est ce samedi pour la 3e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Et avec nous pour en parler, eh bien, il y a Fabien du compte MHC. SC, pardon, On Air. Salut. Ouais, j'ai du mal, putain, c'est incroyable. C'est le nom du club en plus, ça, c'est vachement. Voilà, Montpellier Héros Sporting. Désolé, Fabien, comment vas-tu? Il n'y a pas de soucis, ça va très bien et vous? Ouais, ça va. Ça va, merci. Je bégaye un peu, mais ça va aller après. Je suis un peu comme un diesel, je suis dur à démarrer. Il va trouver son rythme. Voilà, c'est ça, exactement. Merci. Tu m'as parlé de Schneiderlin, ça m'a déstabilisé, quoi. Incroyable. Il a fleur de peau. C'est ça. En tout cas, voilà, on va lui faire épeler Schneiderlin, ça va être un massacre. Parce que là, des S, se plante déjà. C'est trop. C'est beaucoup trop. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation pour le podcast Avanti-Nissa. On va parler avec toi donc du match, les forces en présence, la dynamique de Montpellier et tout ça. Mais avant, présente-nous déjà ce compte Twitter et ce site internet. Alors, le site MHSC On Air, donc du coup, ça existe depuis 2016, exactement. Voilà, j'ai créé ça parce que étant passionné du MHSC, j'aimais beaucoup aussi faire des petites émissions radio, comme on faisait des podcasts et tout ça. Nous, on faisait ça en direct. En parlant du MHSC, on faisait nos émissions tous les dimanches, de 19h à 20h. On faisait ça, pendant 1 heure. On faisait les débriefs de matchs, les avant-matchs et tout ça. Et puis aussi le site avec la rédaction, du coup, avec tous les articles que l'on publie chaque jour, de nombreux articles tous les jours sur le site mhsconair.com. donc voilà, j'ai créé ce projet-là pour mélanger un peu tout ça, une petite émission, la rédaction aussi sur le site, et puis parler surtout de notre club favori. Donc voilà, c'est un travail totalement bénévole avec certains supporters dont je suis proche. Ouais. Donc voilà, on a créé ça en 2016, le projet avance bien depuis. Et puis voilà, après je parlais d'une émission qu'on faisait tous les dimanches, là on a arrêté ces derniers mois, ça fait même un petit moment qu'on a arrêté parce que on a beaucoup d'occupations à côté et du coup c'est assez compliqué, notamment avec le boulot. Donc voilà, mais sinon le site est mis à jour vraiment très régulièrement et on donne toutes les infos sur le MHSC. Ok, écoute, c'est très bien. On rappelle pour le compte, c'est @MHSC_on-air. Vous voyez, là, bravo. Je l'ai bien dit. Ouais. On est fiers de toi, Brice. Voilà, merci beaucoup. Allez, on va arrêter le podcast là-dessus. Ouais, carrément. Carrément. En tout cas, merci. Et c'est un très beau site, en tout cas. Je suis dessus en même temps et c'est un très, très beau site. Avec toi, donc, on va parler de Montpellier-Nice. Mais juste avant, petit point mercato, parce que ça a bougé du côté de Nice. Tamézé, qui, lui, est parti à l'Hellas Vérone pour 3,5 millions. Ça y est, c'est officiel, on en parlait la dernière fois. Je crois que ça s'est bouclé le lendemain de notre dernière émission, juste pour nous... c'est la loi de l'emmerdement maximum. Mais ça nous arrive souvent d'ailleurs, ça. Voilà, oui, du coup, peut-être que demain, enfin, on va avoir un grand numéro 8 qui va débarquer. Mais blague à part, le départ était prévu. Je pense que Cédric sera d'accord avec moi. On peut juste regretter le montant. Il avait pas voulu partir en Russie l'année dernière, malgré une offre de 10 millions d'euros. Bergame ne lève pas l'option d'achat cet été pour 6 millions d'euros. Et là, tu te retrouves à le vendre 3,5 millions. Donc, c'est quand même une belle plus-value pour un mec que tu as fait venir pour 500 000 euros de Valenciennes à l'époque. Mais tu sens qu'il a été un peu poubellisé, ça se ressent dans cette vente. Ouais, voilà. Après, quand tu sais qu'il n'est pas parti à Moscou sûrement par crainte de quelque chose et qu'il va quand même aller à Vérone, ouais.
C'est pas les plus tendres, je pense, sur ces points-là, sans non plus les traiter de quoi que ce soit. Hein. Mais bon, voilà, comme tu dis, on l'a payé 500 000 euros, voilà, donc forcément, on allait forcément faire une plus-value. Après, c'est sûr que ça a bien baissé quand même. Comme tu dis, c'était 10 millions plus bonus quasiment au Spartak. Après, l'option d'achat à Bergame, c'était 6 millions ou 6 millions et demi. Là, on le lâche pour 3 millions et demi, donc voilà. Bon, c'est bien qu'il part parce que ça nous permet de dégraisser aussi ce loft et ces terrains qu'on a empilés. Mais c'est vrai que si on avait réussi à le vendre un peu plus, ça aurait été bien. Je pense qu'on espérait tous que ça tourne autour de 5 millions d'euros à peu près. Donc là, forcément, on se dit qu'on l'a un petit peu bradé. Voilà. Ouais, mais bon, 3,5 millions, ça t'enlève une petite masse salariale. Il devait être sur le départ. Écoute, c'est déjà fait. Oui, dans un contexte Covid. Au moins, ça fait un membre de moins dans l'effectif. Il est pas prêté cette fois, donc c'est bien. Sachant que si tu regardes bien, dans les transferts à l'heure actuelle, il y a, mis à part Nice, en France, je parle Nice et un peu Lens, rien n'a bougé. Donc bravo quand même à Nice qui arrive quand même à vendre dans un contexte plus que particulier quand même. Voilà. Quand tu vois que Paris sont obligés de faire à la limite Florenzi en prix comme son achat parce que je sens qu'ils n'arrivent pas à sortir d'argent sur un joueur. Quoi. Ouais. Et pourtant, c'est pareil, quoi. Ouais, voilà. Donc, non, c'est vrai qu'on peut que féliciter la direction et le fait qu'on ait Ineos qui nous permet d'avoir cette facilité, quoi. Et il y a Sako aussi. Sako en prêt sans option d'achat à Cosenza. Je sais que ça fait beaucoup de peine à Sky que Sako s'en aille. Ah oui, mon cœur se brise. Ah ouais, non, mais lui, par contre, c'est incroyable. C'est-à-dire que même en série B, on n'arrive pas à glisser une petite option d'achat, quoi. Même genre un paquet de granola ou quoi, tu vois. Non, on n'arrive pas, genre. Non, mais en plus, ce qui est vraiment fourbe et incroyable avec ce prêt, c'est qu'en fait, Cosenza a une option, un pourcentage sur une éventuelle future plus-value de l'OGC Nice. Donc c'est-à-dire que il croit assez aux joueurs pour se dire bon, si Nice le vend plus de 2 millions d'euros, on récupère de la thune. Je vois pas comment le mec on arrivera à le revendre plus de 2 millions d'euros, tu vois. Mais par contre, il croit pas assez pour insérer une option d'achat à 1 million d'euros ou 500 000 euros. Je suis sûr que le club aura accepté, tu vois, pour pas se retrouver jusqu'à la fin du contrat. Bon, on espère qu'il va enchaîner les matchs. Peut-être que du coup, s'il fait une saison pleine, il arrivera à trouver preneur et on arrivera à se récupérer 1 million d'euros l'année prochaine. Mais ouais, voilà, c'est dire que on est obligé d'aller jusqu'à la série B et en plus pas un club qui joue la montée a priori, qui joue même plutôt le maintien en série B pour que le mec ait du temps de jeu. Mais bon, par contre, ce qui est assez rigolo, c'est que la presse locale part d'un super coup. Est-ce que c'est le nouveau Emmanuel Rivière et tout? Je pense que les gars ils savent pas à quoi, pas trop à quoi ils s'attendent là. Mais il va falloir qu'ils se mouillent la nuque un petit peu quand même. C'est ça, voilà. Le premier match. Non, mais après autant la série B, ça va lui convenir, je sais pas, mais en tout cas les mecs quand même ils te parlent de lui comme si c'était un craquito qui arrive et compagnie, mais au final ils le prennent en prêt comme chose d'achat, quoi. Donc c'est-à-dire qu'ils y croient moyennement eux aussi quand même. Ouais, il y a ça, il y a aussi encore une fois le contexte du Covid et puis on parle de Cosenza. Est-ce qu'ils ont déjà eu des joueurs de ce calibre-là? Je saurais pas te dire, mais Cosenza c'est pas connu pour avoir le calibre de Sako, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais peut-être que pour eux, tu vois, tu dis les articles c'est oui, mais Nice lui a fait confiance, il est apparu 17 fois en Ligue 1 et tout, tu dis les gars, vous êtes désespérés à ce point-là, quoi. Mais toi, dans ce cas-là, on peut vous filer tous nos jeunes, quoi. Prenez-les. Ouais, mais tu vois, mets-toi à la place de Cosenza. Voilà, mets-toi à la place de Cosenza. Non, je préfère pas. Non, mais c'est sûr. Des dénués en plus. Sako, c'est un grand coup, tu vois. Non, mais c'est sûr qu'eux, ils voient y arriver un offensif de Nice et tout, qui joue le tableau en Ligue 1. C'est sûr, ils doivent se dire, ça doit être pas mal et tout. Mais à mon avis, au bout de 5 matchs, ils vont nous le renvoyer, quoi. Ils vont bégayer en russe, ils vont rien comprendre. Ah ouais, non, ça va être. Là, on a parlé des départs et il y a des possibles arrivées avec Ricardo Horta qui vient de Braga. Il est dans le viseur selon le Disport. Bref, bon alors moi, d'ailleurs, on a vu une interview là juste avant qu'on enregistre de Vieira à France Bleu Azur. Je commence à ne plus croire en une recrue offensive, personnellement. Déjà, il y a le cas Guiri qui éclabousse tout le monde à ce poste d'ailier gauche, donc forcément, il va avoir ce poste sur la saison. Et Vieira nous parle forcément de Miziane, de Claude Maurice, de Ndoye, derrière qui peuvent apporter quelque chose. Donc pour moi, honnêtement, j'ai du mal à croire au fait qu'on va faire encore un offensif d'ici la fin du mercato. Je pense que la clé de l'équation c'est Cyprien. Je pense si on arrive à vendre Cyprien, peut-être qu'on fera un milieu de terrain. Mais pour moi, voilà, ça s'arrêtera là. Selon moi, à peut-être un milieu de terrain, mais c'est tout. Je suis pessimiste, on va dire. Ce qui est con, hein, parce que je comprends que tu sois pessimiste et que c'est pas ton souhait, mais
ce qui est assez con, parce qu'on le voit, là, Guiri, il est incertain pour le prochain match, parce qu'il a enchaîné 2 matchs de Ligue 1 et l'équipe de France Espoir. C'est un rythme que lui connaît peu, parce qu'à Lyon, il jouait pas du tout en Ligue 1. Donc tu sais très bien qu'il va se péter tôt ou tard, et on va pas se péter gravement, mais il va avoir des problèmes musculaires, il va avoir peut-être des pépins de fatigue, voilà, mais il va forcément baisser de régime à des moments donnés, et c'est normal pour un jeune joueur, et en aucun cas on le blâmera pour ça, mais il te faut quelqu'un qui assure à ce poste. Donc si c'est pas ailier gauche, un profil comme Ricardo Horta qui est ultra polyvalent sur tous les postes du milieu de terrain, ça pouvait bien te dépanner. Tu vois, ça te permettait de faire reculer Claude Maurice, comme on l'a déjà évoqué, au poste de numéro 8. Donc c'est sûr, c'est cher, il y a une concurrence énorme, on en parlait à l'OM, mais là, voilà, il y a aussi Leipzig, Leverkusen qui a encaissé un gros chèque avec Kai Havertz à Chelsea, Séville qui joue la Ligue des Champions. Enfin, qu'on soit battu dans la concurrence par des plus gros clubs que nous, je veux bien, mais qu'on se dise qu'on tente même pas d'ailier gauche, moi, je trouve que l'effectif est un peu court pour une saison où tu vas jouer 3 compétitions avec la Coupe d'Europe. Donc, surtout court aussi, indépendamment que ce soit Horta ou non, mais numériquement et qualitativement, t'es vite à poil. Et on l'a vu sur le début de saison, t'as été obligé de ressortir Sylvestre. Guiri est blessé pour face à Montpellier. Tu vas devoir aligner Miziane qui te présente aucune garantie. Ouais, c'est ça, en fait, voilà, c'est dur si tu tapes une vraie équipe en Europe, quoi. C'est au niveau qualité où tu te dis que voilà, derrière peut-être que le backup de Guiri, c'est idéal, qui t'offre qui t'offre pas tellement de garanties à part son bon match contre le FC Dac en amical, ou voilà, mais sinon on connaît Miziane. T'as aussi Claude Maurice, mais pour l'instant Claude Maurice, on l'a dit et répété, c'est relativement timide encore. Il a du mal à vraiment se lâcher et à montrer son potentiel. Voilà, donc bon, on devrait potentiellement récupérer enfin et voir enfin Ronny Lopez de l'autre côté. Donc ça va nous faire du bien. Mais c'est vrai que oui, après voilà, comme je l'ai dit, je suis pessimiste dans le fait que j'ai du mal à y croire, mais bien sûr. Oui, mais tu le souhaiterais. Bah bien sûr, que tu me dis demain, tu prends même on en parlait sur Twitter, même un profil à la Zekiri, si tu veux pas envoyer 20 millions sur un mec, parce que tu veux juste un mec de rotation, un profil à la Zekiri qui joue à Lausanne, qui est notre club partenaire, et qui viendrait dans la journée si on met les moyens. Et une clause libératoire à 3 millions en plus. Donc, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est un mec qui peut te servir de couteau suisse, qui est statistiquement, bien sûr, t'as vu, c'est beau. Statistiquement, c'est supérieur à Ndoye l'année dernière et tout. Donc, je trouve que si tu dois faire un mec et que t'as pas envie d'envoyer 20 millions par exemple sur un Horta ou sur un autre joueur, pourquoi pas faire ce style de joueur qui va t'apporter quelque chose quand même, quoi. Ouais, mais comme tu disais, un couteau suisse, un mec polyvalent, parce que tu vois, Miziane, il peut dépanner devant si Dolberg se pète. Claude Maurice, il a joué à droite, il peut jouer au milieu. Donc tu vois, je suis pas sûr non plus que qu'en recrutant un joueur offensif de plus, tu bloques vraiment les perspectives de temps de jeu de ces joueurs. Mais bon, après, pour moi, c'est en qualitativement qu'il y a un petit déficit devant, parce que tu sais que Ronny Lopez aussi, qui est un peu en manque de rythme, il y a des chances sans être un joueur fragile, mais il y a des chances qu'il te fasse quelques pépins musculaires. Donc il faudrait que tu aies 4 joueurs de niveau titulaire pour 3 postes, ce qui te permet en cas de pépin d'assurer et d'avoir une ligne d'attaque performante en Coupe d'Europe. Et de toute façon, c'est le même débat qu'on a pour le milieu de terrain. Je pense qu'on va en parler juste après. Mais il te manque quand même. Le 11 titulaire est très bien à Nice, ce qui n'a pas toujours été le cas. On peut dire qu'il y a eu un progrès cet été là-dessus. Le 11 titulaire est très bien. Mais dans une saison longue, si tu as des ambitions, j'ai peur qu'au moindre que la machine s'enraye dès qu'il y aura 2-3 blessés. Ce qui est dommage, c'est tu peux te dire qu'il te manque pas grand chose en fait. Il te manque peut-être un offensif et un milieu de terrain pour vraiment avoir un effectif où tu as pratiquement doublé tous tes postes, on va dire, et où tu peux parvenir une saison à 50 matchs et être un peu tranquille. Donc c'est ça qui est dommage. Après voilà, comme tu as dit, la progression elle est sur le 11. On a un 11 qui est compétitif sur quasiment tous les postes. Voilà. Donc maintenant il faut espérer que ça tienne le plus possible et qu'on ait des révélations derrière, tu vois, des Trouillés, des trucs comme ça peut exploser cette année. Trouillé, ça sera une révélation, ça pue le foot, ce genre de joueur. Il y a Brazao aussi que j'aime bien, qui pourra peut-être même avoir un peu plus de chance avec les coupes, etc., ou dans des matchs un peu moins en jeu, on va dire, selon comment sera placé Nice.
Mais en tout cas, faudra voir. Il faudra voir peut-être aussi avec Fabio Vieira, milieu de terrain de Porto, la réserve de Porto, en tout cas Porto B, close à 30 millions d'euros. Ça a été apparu du côté du journal Abola. Vous avez quelques infos supplémentaires, vous, de ce côté-là? Non, on peut pas dire qu'on va pas s'inventer une vie, on connaît pas le mec. Ça a l'air d'être un gros craquito européen, ça fait partie des gros prospects qu'on suit. Je pense qu'on a droppé 20 de noms déjà, comme ça, toute l'année. Mais bon, c'est très cher. Donc en fait, ça voudrait dire investir une grosse somme. Si c'est pas la clause, ça sera sûrement 15 ou 20 millions sur un joueur qui est très jeune, sachant qu'au milieu de terrain, on les a déjà les jeunes prospects avec Thuram, avec Boudaoui. Donc c'est pas contre lui que je ne connais pas, et Trouillet effectivement, mais je vois pas dans le profil un peu l'intérêt de mettre de l'argent sur un nouveau jeune. Je pense que là, s'il faut mettre de l'argent, que ce soit devant ou au milieu, c'est sur des joueurs confirmés. Ouais, c'est ça. Voilà. En plus, on l'a dit, répété. Même River lui-même l'a dit qu'on avait relativement peu dépensé sur ce mercato. Voilà. Si tu dois faire un milieu de terrain, parce qu'on sait que c'est un poste où on a besoin de cette liaison un peu entre le milieu et l'attaque, donc un joueur un peu créatif et à vocation offensive. Je pense qu'il faut vraiment mettre des sous là-dessus et voilà, comme tu as dit, pas reprendre un prospect qui est encore à former, à peaufiner. Voilà, il te faut un mec qui t'apporte quelque chose tout de suite, quitte à mettre 20-25 millions dessus, mais voilà, il faut vraiment le gros 8 comme on en parle depuis un petit moment. Ça va devenir un putain de running gag et de hashtag, ça, le gros 8. Je le sens venir. Le hashtag est déjà là. Le hashtag l'utilise déjà. Ouais, c'est ça. Un qui était déjà là et qui revient à la charge, c'est Jorge Mendes avec Goulam qui a été proposé à Nice. Goulam qui est du côté de Naples pour ceux qui ne savent pas encore. Ouais, bah lui, Goulam c'est compliqué quand même. Hein. Franchement lui, après Jorge Mendes, c'est qu'on a quelques contacts avec lui, donc forcément il essaie de placer ses poulains. Mais Goulam, pour moi ça a rien d'une bonne idée. Hein. Ça fait plusieurs années qu'il est bien présent à l'infirmerie. Donc voilà, je pense qu'on a Lotomba qui, voilà, comme on l'a dit, qui va doubler les deux postes de latéraux. T'as toujours Burner qui va être là aussi. T'as Nsoki qui peut vraiment dépanner en cas d'extrême urgence à gauche. Poli qui est encore là, même s'il est sur le départ. Poli qui est encore là. Et t'as Camara qui est titulaire et qui porte entièrement satisfaction. Donc je vois pas Goulam venir pour faire doublure de Camara en plus. Donc non, que Mendes essaie de placer désespérément un mec qui, je pense, est un peu dans une impasse dans sa carrière. Pas forcément justement parce que c'est quand même un joueur d'une certaine qualité, mais je vois pas à Nice du tout ce qu'on en ferait. Ouais, c'est clair. Je suis totalement d'accord. Ah ben, très bien, on va passer maintenant à la 3e journée de la Ligue 1 Uber Eats. C'est Montpellier-Nice avec notre invité, c'est Fabien du compte MHSC On Air. Bravo. Bon, merci. Ça aussi, ça va devenir un running gag, je le sens. Montpellier-Nice qui a fini 8e la saison dernière. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la préparation de cette nouvelle saison, la préparation estivale et surtout le mercato? Ouais, la préparation déjà, elle a été très très longue pour tout le monde. Et puis après au niveau du mercato, on a recruté Stéphie Mavididi au poste d'attaquant. Donc c'est un joueur qui était prêté à Dijon la saison dernière par la Juve et du coup on l'a récupéré dès son retour à la Juventus. Et ensuite on a recruté le gardien pour remplacer Geronimo Rulli qui est parti à Villarreal. On a recruté Jonas Omlin, donc un gardien suisse. Donc voilà, le mercato, c'était les joueurs qu'on attendait. Il fallait un joueur pour épauler le duo d'attaque montpelliérain, Andy Delors et Gaëtan Laborde. Donc on a recruté Stéphie Mavididi qui est qui est un joueur aussi différent par rapport à ces deux joueurs, par rapport à Delors et Laborde. Et puis après un gardien, Jonas Omlin pour remplacer Geronimo Rulli. On verra s'il fera oublier Geronimo Rulli comme Geronimo Rulli avait fait oublier Benjamin Lecomte. Donc voilà, donc on verra bien pour ces deux recrues là. Est-ce que le mercato est terminé? Ou est-ce que vous attendez encore, il y a un poste sur lequel tu verrais un petit renfort encore? Quand on écoute les dirigeants, ils n'ont jamais trop dit que le mercato était terminé. Et après, moi, de mon côté, personnellement, je me dis que ce serait bien de pouvoir se renforcer défensivement.
parce que on a au centre on a Daniel Congré, Vitorino Hilton et Pedro Mendes, donc on a quand même Vitorino Hilton qui tous les ans on dit pareil, mais voilà, il prend de l'âge au fur et à mesure. 42 ans, il y a bien un moment ça doit s'arrêter. Il fait encore le taf quand même, non? Il fait encore non, bien sûr, mais bon. Je dis pas qu'il fait pas le travail, il fait encore le boulot. La défense est solide aussi grâce à lui. Notre défense à 5 avec les trois centraux est très 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 solide avec Vitorino Hilton. Mais voilà, faut aussi penser à la suite. Et après on a aussi Daniel Congré qui commence lui aussi à prendre de l'âge. Et puis après Pedro Mendes qui est titulaire indiscutable dans cette défense et qui le sera toujours pendant encore quelques années s'il reste chez nous. Mais après, ça doit quand même être la charnière avec la moyenne d'âge la plus élevée d'Europe. Parce que c'est quoi? C'est 42 ans et j'ai regardé, Congrès c'est 35, Pedro Mendes 30. Ouais, déjà quand t'as un mec de 42 ans ça... Oui, non, faut que t'en mettes un de 15 à côté pour équilibrer. Mais voilà, mais dire, le plus jeune a 30 ans, donc est-ce que vous avez, on sait que vous êtes comme un club formateur de qualité ces dernières saisons. Est-ce qu'il y a un jeune qui pousse derrière, ou est-ce que il faudrait recruter un jeune en défense centrale, justement? Après, pour pousser derrière, on a Nicolas Cosa qui a déjà fait ses preuves. Nicolas Cosa, ça fait déjà 2 saisons qu'il fait ses preuves. Il a fait des bons matchs aussi avec Montpellier. Il y a eu une période où il avait été titulaire. Je sais plus pourquoi. Il y avait dû avoir un mec de la charnière centrale qui était blessé. Du coup, il avait joué pendant un petit moment. Et il a fait ses preuves. Donc voilà, Nicolas Cosa, je crois qu'il a 21 ou 22 ans. Donc c'est très prometteur et il était vraiment pas mal. Après, on a aussi Clément Vidal du centre de formation qui a signé pro il y a pas longtemps aussi. Mais bon, voilà, il avait fait une entrée la saison dernière, c'était pas forcément fabuleux, mais bon, voilà, après faut y laisser le temps aussi, mais voilà, on a ce jeune-là aussi. Après, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est au niveau des latéraux, parce que quand je reviens en arrière, je me souviens qu'on avait Nordi Mukiele, Ruben Aguilar, Jérôme Roussillon, c'était des joueurs qui étaient très bons à Montpellier, qui ont enchaîné, voilà, Roussillon, il a enchaîné avec Wolfsburg et il fait de niveau européen, de toute façon, les trois. Mukiele, il a Leipzig. Et il a joué la Ligue des Champions et est allé très loin en Ligue des Champions. Ruben Aguilar, bon là, il a peiné à se faire une place à Monaco la saison dernière, mais c'était un peu compliqué pour tous les joueurs à Monaco, donc on verra. Le contexte fait que... Voilà. Mais voilà, donc là, on se retrouve avec Arnaud Souquet à droite et Ambroise Oyongo à gauche. Si on veut essayer de viser les places européennes et tout ça, va falloir essayer de trouver aussi des joueurs qui sont peut-être un peu plus offensifs que ces deux-là. Et puis même défensivement qui arrivent à tenir un peu plus la baraque, parce que je trouve que c'est un peu compliqué pour Arnaud Souquet. Ambroise Oyongo encore ça peut passer, mais je trouve que pour Arnaud Souquet il a un peu de mal ces derniers temps. J'allais te demander, j'ai quelques Montpelliérains dans ma TL sur Twitter. Souquet se fait fracasser régulièrement. Nous, on en garde vraiment que des bons souvenirs. Donc, on sait qu'après, il était parti en Belgique. Il avait quand même reculé d'un pas dans sa carrière. Mais bon, chez nous, c'est un grand artisan de la saison de la 3e passe. Il avait une préconvocation en équipe de France. Et là, on voit qu'il a un peu du mal à s'imposer à Montpellier. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ben en fait, je le trouve fébrile défensivement. Après la saison dernière, bon, il nous a mis 2 buts qui nous a sauvés contre Lyon et contre Nîmes. Mais après, c'est vrai que défensivement, je l'ai trouvé assez fébrile. Après, comme je t'ai dit, il y a eu Nordi Mukiele, il y a eu Ruben Aguilar derrière avant. Vous avez été bien habitué à ce poste, c'est vrai. Voilà, j'étais habitué. C'est comme là pour les gardiens de but. Si on vient avoir une pipe, alors qu'on avait eu Benjamin Lecomte et Geronimo Rulli, il risque de se faire fracasser aussi. Bon, je pense pas que ce soit le cas de Jonas Omlin, mais donc voilà, je pense que c'est ça aussi il y a ça qui joue, je pense aussi. Et puis après, voilà, c'est vrai que défensivement, je le trouve assez fébrile à ce poste-là. Et puis après, quand je dis qu'il faudrait peut-être qu'on recrute au niveau des latéraux, c'est aussi pourquoi pas un numéro 2, si on garde Souquet en numéro 1 et Oyongo côté gauche. Mais avoir un numéro 2, parce que côté gauche, on a Mirailo Ristic du côté d'Ambroise Oyongo, mais lui aussi peut jouer milieu de terrain. Et bon, après, il a jamais trop trouvé sa place non plus dans l'effectif pour l'instant. Et après, on a Junior Sambia à droite. Bon, Junior Sambia, il a connu des saisons difficiles depuis qu'il est à Montpellier. Après, quand on l'a vu jouer en tant que latéral droit, c'était pas mal. Voilà, c'était intéressant. Donc à voir si il va réussir à se faire cette place-là aussi de latéral droit et s'il peut essayer de concurrencer Arnaud Souquet. Mais moi, c'est surtout au niveau de ces 2 postes-là que je pense qu'il nous faudrait un renfort. Parce qu'après, au niveau du milieu de terrain, on est assez complet. Hein. On a Jordan Ferry, on a Téji Savani, on a Florent Mollet, on a Damien Le Tallec, on a Joris Chiotard aussi, le jeune qui monte. Chiotard, c'est une belle pépite pour Montpellier en tout cas. Il est assez complet, je trouve, comme joueur.
il a quand même fait presque 20 matchs, il me semble, sur la saison, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc c'est quand même lui qui venait de signer pro en début de saison, hein, donc c'est très prometteur. Ça fait plaisir aussi parce que c'est un jeune du centre de formation qui monte, donc en espérant qu'il va continuer et concrétiser. Après, t'as parlé. Oui, vas-y, Cédric. Non, je disais, t'as parlé de Florent Mollet. D'ailleurs, Fabien, on sait qu'il va être absent. Du coup, samedi, il a pris un rouge sur votre match contre Rennes, c'est ça, c'est ça. Ça a donné quoi un peu, si tu devais résumer un peu ce match de votre côté? C'était vraiment compliqué ou Rennes a été supérieur tout simplement? C'était vraiment compliqué. Après, il faut se dire que on n'avait pas notre Vito Hilton en défense. Bon, après, c'est pas des excuses, hein, mais on n'avait pas Vito Hilton en défense. On avait des absents, voilà, dans l'équipe. On n'avait pas Andy Delors aussi en attaque, le compère d'attaque de Gaëtan Laborde. Donc, c'était assez compliqué avec quelques absences. Du coup, on n'avait pas aussi une recrue. Enfin, Stéphie Mavididi n'était pas là parce que du coup, il s'est blessé. Donc, c'était assez compliqué. Je dirais, Rennes a été supérieur, mais oui, voilà, Rennes a été supérieur, mais Montpellier n'a pas été très très bon sur ce match-là, et j'espère que ça sera pas la même contre Nice, parce que sinon on risque d'avoir mal si on garde le niveau qu'on avait contre Rennes. Après, il n'y a pas grand chose. C'est pas trop honteux de perdre face au 3e du dernier championnat à l'extérieur 2-1 et avec pas mal d'absents. Donc oui, voilà, c'est pas honteux, mais après il faut quand même se dire aussi qu'on a pris 2 poteaux et une barre. Donc le score aurait pu être encore plus lourd, et puis nous on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Je crois que Laborde, ça a été une des seules frappes cadrées, voire la première frappe cadrée. En plus il marque à la toute fin de match, c'est ça, dans les arrêts de jeu, un truc comme ça. Ah ouais, c'est ça. Et donc voilà, je crois que il y a vraiment pas eu beaucoup de tirs cadrés. S'il y en a même pas eu qu'un, il y en a eu 2 ou 3, mais c'était voilà. C'est déjà plus que Nice, surtout la totalité de la saison, mais avec une efficacité maximum, par contre, pour le coup. Oui. Ah oui. C'est ça la différence. Mais justement, où est-ce que vous en êtes au niveau de l'ambition, vous, en tant que supporter, et aussi les dirigeants, ils parlent de quoi, de l'Europe, de juste le ventre mou? Les dirigeants, depuis quelques saisons, c'est ça, leur objectif, comme il l'a dit plusieurs fois, Laurent Nicolin, dans les médias et à la télé, il a dit le but, c'est de se faire une place au fur et à mesure dans le ventre, dans le ventre mou de la Ligue 1, et de grappiller les échelons, de grappiller les places au fur et à mesure des saisons, en investissant un petit peu sur des joueurs et tout ça pour le mercato. Donc après voilà, le but c'est de graviller les échelons au fur et à mesure pour pourquoi pas aller toucher l'Europe d'ici quelques années, et pourquoi pas dès la fin de cette saison-là. Après moi, quand on parle d'Europe avec Montpellier, je me dis, pour l'instant, est-ce que ça vaut le coup vraiment de jouer l'Europe? Parce que quand on joue l'Europe, il faut quand même avoir un effectif bien complet, avec un banc de touche complet aussi, pour pouvoir faire tourner et jouer tous les 3 jours. Donc voilà. Donc moi, j'attends de voir quand même ce début de saison, voir comment ça va se passer, comment nos recrues vont évoluer aussi. Et puis on verra après pour les objectifs. Mais après, c'est vrai que voilà, c'est l'objectif de Laurent Nicolin, comme il le dit depuis quelques saisons, c'est se faire une place dans le milieu de tableau, enfin dans le haut de tableau, dans les 10 premiers, quoi, et essayer de grappiller des places au fur et à mesure des saisons. Et puis tout à l'heure, il y avait Andy Delors qui a clairement montré que lui, par contre, voulait tout faire pour que Montpellier soit en Europe la saison prochaine. Parce que du coup, ça passe pas loin la saison dernière. On s'en souvient de cette lutte acharnée avec un peu le groupetto là d'équipes derrière, avec Reims, Nice, Monaco et du coup Montpellier aussi, où ça s'est joué à un point avec l'arrêt de la saison pile poil à la bonne journée pour Reims et pour Nice, mais Montpellier était encore largement dans la course pour accrocher la 5e ou la 6e place, et on voyait même, je pense, sans trop faire retour à le futur, mais avec Cédric, on se disait à l'époque qu'on se voyait pas forcément nous devant Montpellier à la fin de la saison, parce que dans le jeu c'était quand même meilleur que Nice, même avec Der Zakarian sur le banc, qui a quand même pas une super image des stats du football, mais ça jouait pas mal derrière ce duo d'attaque très prolifique. Donc il manque pas grand chose à Montpellier en fait pour être autour de cette 6e place qualificative. Il manque pas grand chose. De toute façon, ça fait déjà depuis même 3 ans, parce que il y a 2 ans on a fini 6e, mais comme par hasard Paris ne gagne. C'est l'année où les coupes oui. Quand on finit 6e, au final on a le droit de rien derrière. Et puis il y a 3 ans
voilà, il y avait eu aussi une saison où on était dans les 6 premiers, et puis après à la fin de la saison on est descendu à la 10e place parce qu'on avait mal fini la saison. Donc voilà, c'est vrai qu'on arrive à se faire cette place là dans les 10 premiers. Après voilà, le but c'est d'essayer de, voilà, comme il dit, c'est voilà, on va finir là, on a fini 8e, donc c'est essayer de finir plus haut que la saison dernière, et pourquoi pas tenter d'accrocher cette place européenne si on a vraiment l'effectif complet pour la jouer, et si c'est pas pour venir faire de la figuration et puis se faire éliminer dès le premier match de barrage, ou même si on passe dans les poules pour prendre un point et puis dire au revoir à tout le monde. C'est sûr. Et tu disais du coup tout à l'heure pour le premier match qu'il y avait vous aviez eu pas mal d'absents, on va dire. Là vous êtes quasiment au complet contre nous samedi là. Oui, on sera au complet. Il manquera juste Florent Mollet. Après, Stéphie m'avait dit, il sera dans le groupe, je pense, mais je pense pas qu'il soit titulaire, mais c'est possible qu'il soit dans le groupe. Après, on aura tout le monde. Ils ont fait les tests Covid hier. Il y a plus personne qui est positif, donc ça c'est parfait. Surtout qu'à Montpellier, on a connu pas mal de cas positifs ces dernières semaines. Donc, donc l'effectif est au complet. Donc voilà, il manquera juste Florent Mollet au milieu de terrain. Donc on verra ce que ça donnera. J'ai vu que peut-être Amine Gouiri sera peut-être absent. Ouais, il est incertain, ouais, c'est ça. Il est incertain suite à douleur au dos et à la cuisse. Il y a Boudaoui, Bambo et Danilo qui sont toujours absents, qui sont à différentes étapes de leur reprise. Par contre, il y a le retour de Youssef Attal, de Claude Maurice et de Miziane, qui est candidat à une place de titulaire d'ailleurs dans le 11. Et ça devrait être la première officielle de Ronny Lopez, même si voilà. Je tablerai sur une titularisation vu qu'il a commencé le match amical face à Monaco pendant la trêve. Je pense qu'il doit avoir 60 minutes dans les jambes. On fera peut-être rentrer Sylvestre ou Claude Maurice après à la fin du match, ou Gouiri selon son état de forme. Mais voilà, on s'oriente plutôt vers un trio offensif. Du coup, Miziane, sauf guérison miraculeuse de Gouiri, Dolberg, Ronny Lopez. Ouais, je pense que Gouiri, ils vont vraiment attendre le dernier moment, voir comment il se sent. Après, sachant que derrière il y a Paris, voilà, limite ne pas essayer de le péter, sachant qu'il y a Paris derrière, quoi. Il peut ne pas jouer contre Montpellier, c'est pas bien grave. non, mais surtout que derrière tu peux donner du temps de jeu à Miziane, à Claude Maurice. Tu vas te dire, vaut mieux le laisser se reposer plutôt que de le faire jouer sur une jambe et risquer de le perdre pendant plusieurs semaines. Exactement, et c'est surtout qu'après tu vas arriver dans la période un peu froide. Ça va jouer sur des terrains un peu dégueulasses, et on sait que c'est à ce moment-là où il y a le plus de blessures. Tu enchaînes aussi une bonne partie des matchs tous les quasiment 4 jours, avec la Coupe d'Europe qui arrive. Donc il va débarquer à partir de fin octobre, donc ça arrive vite. Hein. Ben voilà, c'est ça. Donc vaut mieux préserver tranquillement. C'est les débuts de championnat, sont toujours très importants, mais voilà, la santé des joueurs, c'est bien plus important là-dessus. Donc autant prendre toutes les précautions, surtout pour Gouiri. C'est ça. On va passer au paris sportif, les amis, comme d'habitude. Allez. Et ouais, voilà, c'est la deuxième fois maintenant qu'on fait les paris sportifs. Ça sera une habitude pendant toute cette saison. Avec les paris sportifs, c'est très simple. 1, N2. On vous demande à Bada, Sky, moi-même et notre invité, donc Fabien là pour le coup. Un pari buteur et un pari fun avec une cote à plus de 3. On démarre avec notre invité, Fabien. Si 1, N2, toi tu as dit Montpellier. Ouais, Montpellier, oui. Montpellier, côté à 2,20. Sky et moi, on va mettre le match nul. 3,35, le match nul. Allez. Voilà. Vous allez voir un truc, c'est que Bada, aka l'écureuil, ne se mouille vraiment pas. C'est-à-dire qu'il prend un peu de chez tout le monde. C'est pas moi l'écureuil. Pardon, Sky. Sky, pardon. Au contraire, Bada, c'est le flambeur, lui. Moi, j'envoie la maison. Ah, lui, il envoie la maison, les enfants, l'hypothèque, tout. Ils sont fous, lui. Rien à battre. J'ai un canapé dans le salon, si jamais t'as un problème. C'est bon, ça marche. Donc, Sky et moi, on a mis le match nul à 3,35. Et puis Bada, lui, il a mis Nice à 3,50. On va partir du côté des buteurs. Buteur, Fabien, tu as mis Andy Delors. Pour son retour. Ouais. 3-10, c'est en ce moment, je trouve que c'est plutôt bien coté quand même, les buteurs. 3-10 pour Andy Delors. C'est vrai que
leur buteur. Non, mais pour leur buteur vedette, 3. Ouais, c'est. Ouais. C'est pas mal, bah, tant mieux, hein, franchement, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure avec ces cotes-là comme ça. Tiens, Bada, parce que tu parlais, toi, c'était qui comme buteur? Moi, du coup, on a mis le même avec Sky, du coup, parce que j'avais, à la base, je m'as copié. À la base. Dis-le aux auditeurs. Non, je suis honnête. volé mon bet. Je suis honnête, à la base, je voyais un petit but de Guiri, mais forcément, il est incertain. Ouais. J'ai pas envie de balancer des sous pour rien. Donc, je vais miser sur le premier but de Ronnie Lopez. Tu commences à devenir l'écureuil, là. J'ai pas envie de balancer des sous pour rien. C'est ça. Non, mais je vais quand même pas jouer, sinon je joue Cyprien aussi dans ces cas-là, ça. Il faut pas. C'est pas jouer vrai. des mecs qui jouent pas, tu vois. Ouais, après, tu peux faire ce que tu veux. Après, t'es sous toi, tu vois. Voilà. Ouais. En tout cas, Ronnie Lopez pour Sky et Bada, côté à 5,20. Et moi, je vais mettre TJ Savanier à 3,65 parce qu'il tire les coups francs et surtout parce que j'ai mis à MPG et qu'on a créé une ligue et que j'ai bien envie de gagner ce premier match qu'on a fait. Voilà. Non, plus sérieusement. Le mec, il pense à lui, quoi. Ouais, il pense à lui. Non, plus sérieusement, au-delà du truc MPG, c'est la petite blague, mais TJ Savanier, je le trouve très très bon, un bon créateur, capable de bien provoquer et toujours très fin. Donc, je le vois bien marquer, ouvrir le score en plus à la maison. Enfin, à la maison, du moins chez lui, à Montpellier. Donc, je le vois bien à 3,65. Donc, TJ Savanier. Les paris fun, c'est avec la cote à plus de 3. Et on a demandé alors une cote à plus de 3. Et j'avoue que Fabien, lui... il s'est transformé. Lui, s'est transformé. Là, le mec... Au CD, il envoie le livret. Le mec, c'était Burning Man, quoi. Le mec est arrivé, il nous a sorti une cote à 85, les amis. Voilà. Donc, rien que ça. Et c'est une cote, c'est pour un match nul, 3-3. Une cote à 85. Autant vous dire que là, si ça passe, Fabien, on va t'appeler tous les week-ends. Le pronostiqueur officiel de Vantinissa. Ah ouais, carrément. Une cote... Comment ? Je pense. Il veut quand même faire une sérieuse. Alors, après, derrière, on a Sky qui a mis Ronnie Lopez, premier buteur, à 11,50. Celui-là, tu l'as piqué. Buteur du match, ouais, c'est ça. Ouais, tu l'as piqué à qui, celui-là, Sky? Non, c'était mon idée que Bada m'a piqué aussi également. C'est son talent, juste le talent. Juste le talent de je passe aucun bet, donc ne m'écoutez pas. Non, alors, Ronnie je vais de Lopez. ce pas d'ailleurs mettre ma participation sur la Ligue des Aiglons où je suis à peu près dans les 10 derniers, donc voilà. Force à toi, tu peux remonter la remontada. Bada, lui, tu as mis un 1-0, score exact 1-0, côté à 8. Pour Nice, ouais, c'est ça. Pour Nice, ouais, 1-0 pour Nice, évidemment. Non. Moi, je vois un petit score, tranquille, on va bien défendre. Un petit contre et un but de Ronnie Lopez, voilà. Merci, au revoir, c'est fermé. Et c'est bon. Ah bah écoute, en tout cas, on te le souhaite, comme dirait un certain Paganini. Voilà, comme dirait l'ami Paga. L'ami Paga. Et puis, écoutez, moi, de mon côté, j'ai mis Savanier et Dolberg, les deux buteurs, à 11,50. Franchement, celui-là, je pense qu'il peut passer. Vraiment. Et que des belles cotes, hein. Que des belles cotes. Que des belles cotes, toujours. Dites-nous vous aussi si vous avez parlé. Plus de 3, parce qu'au final, tout est à plus de 3 maintenant. Donc. Ouais, bah alors c'est très bizarre. Faudrait qu'on rajoute un truc qu'on va appeler la cote Fabien à plus de 80. Voilà. Ça va être l'échelle de Richter à Winamax. C'est ça, carrément. Putain, ça va être à faire, vraiment à faire, vraiment à faire. Très très bonne idée. Merci en tout cas Fabien d'être venu dans le podcast d'Avantinissa. On rappelle ton compte. C'est MHSC On Air. C'est aussi un site internet et aussi quelques émissions que tu faisais. Voilà, on le rappelle. Merci beaucoup. On souhaite un bon match à toute la communauté qui soutient le Montpellier Hérault Sporting Club. Merci à vous. Merci à vous qui nous écoutez. Si vous faites aussi les paris, n'hésitez pas à les partager avec nous. Voilà, ça peut être marrant de partager ça et de voir d'ailleurs, la dernière fois, il y en a quelques-uns qui ont bien tapé, notamment Bada avec Dolberg. Ouais, franchement, pas mal. Ah oui. Je reste modeste, t'as vu? Ouais, c'est ça. Alors que derrière, je peux vous raconter que le gars, il était déjà en train de regarder le catalogue Mercedes. Donc... Bon les gars, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite un bon match. Montpellier-Nice, samedi à 17h. Bon match à vous et à très vite sur Avantinissa. Ciao. Ciao.